Bonsoir, bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation avec... C'est moi qui dois dire mon nom. Oui. Marie-Dominique Lelièvre. Pour son livre Sagan à toute allure. Publié aux éditions de Noël. Bravo. Je suis très très heureux de vous recevoir, Marie-Dominique, principalement parce que vous avez écrit le meilleur livre sur Françoise Sagan. Je tiens cette biographie pour la meilleure jamais écrite et il y a une preuve de ça, c'est que quand la Grande Librairie a consacré une émission spéciale à Sagan, elle ne vous a pas invité, ce qui est donc la preuve que vous êtes restée une renégate, une paria, une scandaleuse, comme votre sujet. Je ne sais pas si elle était vraiment scandaleuse, mais en tout cas, affranchie, oui, elle était affranchie, très affranchie, oui. Alors, vous avez publié des romans auparavant, hein. Vous avez votre premier roman en 1999, Martine fait du sentiment. Vous pensiez évidemment à Martine à la plage. Oui, exactement. Oui. Et ça racontait vos débuts dans le journalisme dans les années 80. Et d'ailleurs, il y a le point commun avec Françoise Sagan, parce que vous aviez un père séducteur et une mère un peu triste et un peu... Enfin, en tout cas, dans le livre, hein, je ne sais pas si c'était un roman. Hein. Non, c'était un roman, parce qu'en fait, mes deux parents étaient des séducteurs. Ah bon? Non, mes deux parents étaient des gros dragueurs, oui. Non, mais parce que le père de Cécile dans Bonjour Tristesse... Oui. Et ressemblait un peu à votre père dans ce livre. Il y avait quelque chose de saganien déjà dans votre premier roman. Bon, vous êtes d'accord. Vous racontez dans cette biographie, en fait, vous avez une méthode originale, quoi. C'est ça. Vous n'êtes pas une biographe comme les autres. Vous allez rencontrer les proches, bien sûr, vous interviewez les gens et tout, mais vous faites des portraits des proches. Et en fait, en parlant de tout l'entourage, de la famille, finalement, vous racontez mieux Sagan que si vous aviez chronologiquement fait un travail à l'américaine, vous voyez. Est-ce que c'est réfléchi comme méthode Oui, c'est réfléchi parce que en fait, un biographe français, il peut pas faire un travail à l'américaine. Les biographes américains, ils ont d'énormes moyens. Ils peuvent travailler très longtemps, ils peuvent financer des informateurs, ils ont énormément de moyens qu'aucun éditeur français ne serait à un auteur. Et donc, il faut... Mais ça donne des bios un peu chiantes, hein. Ça donne souvent des bios qui font 1200 pages. Parfois, elles sont géniales. Parfois, elles sont extraordinaires. Bon, moi, de toute façon, j'aimerais pas écrire un livre de 1200 pages. J'aime bien lire quand elles sont très bonnes. J'aime bien lire celles des autres, mais je m'ennuierais. Et donc, il faut une autre méthode. Donc, ma méthode, c'est des enquêtes. C'est interviewer, en gros, une 50aine de personnes à chaque fois. Les interviewer parfois plusieurs fois, mais pas interviewer tout le monde. Et à partir de là, raconter au lecteur à la fois l'enquête, ce que n'importe quel biographe ferait, c'est-à-dire les résultats de l'enquête, mais aussi les coulisses de l'enquête. Ça permet de faire des livres qui sont beaucoup plus vivants. En fait. Exactement. Et là, on s'ennuie jamais parce que quand vous allez chez Florence Malraux, vous racontez son appartement près de la Tour Eiffel, ensuite Bernard Franck. Et je trouve que du coup, on a presque l'impression de lire un livre de Sagan, pour être franc. Vraiment, parfois, le style de Sagan déteint sur vous. Je pense pas. Elle écrivait pas de la même manière que moi. Puis en plus, elle a fait des portraits aussi, et ses portraits sont pas du tout comme les miens. J'adore ses portraits. C'est des portraits très vifs. C'est son meilleur livre selon vous, avec Mon meilleur souvenir. Oui, alors c'est ce que. Oui, c'est probablement ce que je pense même encore aujourd'hui, mais en tout cas, son écriture et sa manière d'aborder le portrait, c'est pas du tout la même que la mienne. Le point commun, c'est peut-être la rapidité, mais elle était vraiment ultra rapide. Elle parlait beaucoup plus vite que moi, par exemple. Et d'ailleurs, quand on la voit dans des interviews, là, c'est incroyable ces phrases, parce que comme sa pensée va plus vite que les mots, les syllabes se chevauchent, quoi. Et l'écriture, et il y a aussi cette trace-là dans l'écriture. Vous avez écrit des bios de Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot, je l'ai ici d'ailleurs, Brigitte Bardot, Plein la vue. Alors là, c'est à toute allure, là c'est Plein la vue, vous aimez bien les titres comme ça, c'était chez Flammarion celle-là, également de Françoise Hardy, Coco Chanel, Yves Saint-Laurent, Claude Perdriel, bon, ok, mais à chaque fois ce sont des enquêtes non autorisées, c'est ça ? Vous aimez bien vraiment faire du journalisme sans demander trop la permission ? Oui, sauf Claude Perdriel qui là m'a beaucoup aidé, même si évidemment il n'avait pas relu le livre avant. Mais disons que d'abord je choisis plus évidemment, généralement. c'est pas évident. Vous savez, il y a plein de gens qui font relire avant. Vous avez
Non, mais vous restez un vrai, comment dire, une vraie enquêtrice, quoi. non, il a eu confiance. Et quant aux autres, à l'exception dans le cas de Saint-Laurent par exemple et de Sagan, j'avais choisi des gens qui étaient déjà morts. Donc de toute façon, ils pouvaient pas relire. Et Brigitte Bardot, j'avais demandé à la rencontrer, mais elle avait dit d'accord à condition de pouvoir relire. Donc bon, la rencontre ne s'est pas faite. Et dans le cas de Françoise Hardy, je l'avais rencontrée énormément de fois avant, pas dans le but d'écrire cette biographie d'ailleurs, mais au fil des années. Donc j'avais toutes mes notes et elle était très souffrante quand j'ai écrit le livre. Donc je l'ai pas vue pour. Mais vous n'avez pas eu de problème quand même, parce que quand on s'attaque à des marques comme Saint-Laurent et Chanel, ils peuvent voilà, on protège un peu l'aura du créateur. Alors j'ai eu des problèmes avec le livre sur Saint-Laurent mais qui n'étaient pas les problèmes de la marque. PPR, enfin le propriétaire François Pinault, le groupe Pinault n'a jamais rien dit. Je crois même qu'ils aiment bien le livre. Mais en revanche non, là j'avais eu des problèmes avec Pierre Berger. Mais ça c'est normal parce que quand vous écrivez, tout le monde avait des problèmes avec Pierre Berger. Non, il y a des gens qui l'adorent, mais en fait quand vous écrivez sur des vous vous appropriez l'histoire. Oui. Et donc il y a toujours un veuf, un orphelin, enfin il y a toujours un membre de la famille ou un très gardien proche. du temple. C'était plus ça, Berger, c'était le gardien du temple. Il voulait protéger une certaine image d'Yves Saint-Laurent. Il voulait surtout, je crois, il voulait surtout protéger la sienne d'image. Parce qu'il trouvait que j'avais pas assez parlé de lui. En fait, lui, il pensait que c'était lui qui avait fait Saint-Laurent. Il croyait ça. Ou en tout cas, il voulait le faire croire. Et c'est quelque chose à laquelle j'ai jamais cru, donc ça l'a rendu très furieux contre moi. Jean-Paul Kaufmann dit sur vous, Marie-Dominique Lelièvre a inventé un genre biographique tout à fait inédit. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier ce livre de biographie, mais d'essai biographique. Alors, expliquez-moi la différence. Ou alors, c'est ce qu'on vient de dire sur les bios traditionnels à l'américaine, où on commence par la naissance, on finit par la mort. Non, Jean-Paul Kaufmann, je pense qu'il pense aux bio tradis, quoi, les bio américaines, ce qui est pas tout à fait, parce qu'en fait, moi, je choisis des séquences, je choisis des moments de la vie de la personne, et ces moments-là, je les raconte vraiment du mieux possible, quoi. Je les raconte vraiment à fond, mais je raconte pas tout, parce que, en fait, moi, ça m'ennuie. Et donc, je raconte que des moments qui me paraissent très importants. C'est en cela qu'elles correspondent pas vraiment au cahier des charges habituel de la bio. Et racontez-moi votre première visite à Sagan, rue du Cherche-Midi, chez Peggy Roche. Donc, vous veniez pourquoi? Pour un interview? Oui, je venais pour une interview, mais c'est pas moi qui l'interviewais, c'était Jérôme Garcin, et qui dirigeait les pages culture du journal où je travaillais alors, et qui m'a emmené parce que à ce moment-là, c'était même l'événement du jeudi, et il savait que j'admirais Sagan. Donc bref, il m'emmène. Et on a attendu un petit moment. Déjà, il y avait un truc bizarre. Il y avait une table basse dans le salon. C'était rue du Cherche-Midi. Et c'est une table basse laquée, genre des tables basses de Willy Rizzo, là. Et la table était complètement cramée par endroits, quoi. Il y avait donc c'était assez fascinant parce que je savais que j'étais dans une maison bourgeoise et après elle est arrivée et là Jérôme a commencé à l'interviewer. Moi, j'avais pris mon petit carnet. Et je sais pas ce qui s'est passé pendant cette interview, je peux pas vous le raconter, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Je crois que j'étais tellement captivée par elle que en fait j'ai pris qu'une note et que j'ai retrouvée des années après parce que j'avais gardé le carnet comme si c'était une relique et il y avait écrit en bas trou dans les poches. C'est tout ce qu'il y avait écrit. 2 heures d'interview, trou dans les poches. Et en fait, elle portait ce qu'elle appelait des chandails, c'est-à-dire une espèce de cachemire, gilet cachemire de couleur tabac un peu, qui était très bien, mais elle devait être totalement distraite. Et donc, les cigarettes faisaient des marques dans la comme sur la table, quoi. Là. Comme sur la table, en fait. Oui, c'était de la distraction. D'ailleurs, elle aurait pu mettre le feu à son lit, à mon avis. Alors, vous avez la réputation d'être acide, voire parfois assez dur dans vos portraits de libération notamment. Mais là, dans vos biographies, c'est tout l'inverse. En fait, vous arrivez à faire aimer quelqu'un, vous admirez vraiment et on jubile avec vous tellement il y a d'amour, d'émerveillement. Ça n'empêche pas que vous disiez la vérité sur l'alcool, la drogue, les voitures rapides, l'accident, la bisexualité, tout ça, vous le dites sur Sagan. Mais alors, je voulais vous demander, est-ce que dire du bien, c'est plus difficile que dire du mal? Oui,
C'est plus difficile. C'est très facile de casser quelqu'un, parce que ça, j'ai fait énormément de portraits dans plein de journaux, notamment dans Libération. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de ricaner, quoi, en fait. Oui. D'ailleurs, on met le public avec soi, d'ailleurs. En plus, oui. En plus, c'est assez recherché par les journaux, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui sont, beaucoup de papiers quand même sont assez, sont plus de la com que des vraies enquêtes. Là, dans ces livres-là, en fait, c'est pas tout à fait vrai que je suis dans l'admiration. Au départ, j'ai cette admiration enfantine pour ces gens-là, mais c'était l'admiration de mon enfance. J'ai pas passé ma vie à regarder des films de Bardot ou à lire des livres de Sagan, bien loin de là. Mais quand vous écrivez un livre comme ça, que vous passez 3 à 4 ans avec cette personne, je vous garantis, il y a un moment, vous pouvez plus la saquer. Oui. Et c'est ce qui m'est arrivé à peu près à chaque fois, pour tous. Oui. Soit parce qu'ils finissaient par m'agacer. Oui. Je voyais plus que leurs défauts. En gros, c'est comme quand vous vivez avec quelqu'un. Vous savez, un jour, vous voyez plus que les défauts de cette personne et vous vous dites, oh là là, comment je vais faire. Bon. Et là, c'est un peu pareil, sauf que le livre, il faut le terminer. Et donc, il y a un moment délicat. Et en fait, c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que quand vous dépassez ce moment-là, c'est là que vous faites vraiment connaissance avec ce personnage, c'est-à-dire que vous l'acceptez dans son entièreté, vous l'acceptez intégralement. Et à ce moment-là, vous devenez bienveillant, vous devenez plus généreux. Mais c'est au fond comme en amour aussi. En amour, l'autre, il finit par vraiment vous agacer. Mais si vous êtes un peu généreux, vous allez accepter les défauts, parce que ça va avec le reste. Et puis surtout, on sent que dans chacun de vos portraits, de vos biographies, vous trouvez la clé, vous cherchez la clé de la personne. Ça, par exemple, sur Gainsbourg, c'est intéressant, vous dites, Gainsbourg, c'est personne, c'est rien. Ce type-là, en fait, il a créé un personnage qui s'appelle Serge Gainsbourg, qui n'est pas son vrai nom, c'est Lucien Gainsbourg, et vous dites, au fond, ce personnage l'a tué. Mais c'est vrai, en plus, dans son cas. Lui, c'est vraiment le truc, le personnage le plus pathétique de tous ceux que j'ai rencontrés, parce que j'avais commencé par visiter sa maison rue de Verneuil, mais pas avant les travaux, bien entendu. C'était il y a des années de ça. Il était mort peu de temps auparavant, et c'était Fulbert Huivot, son valet de chambre, qui m'a reçu à 2 reprises et qui m'a fait visiter. Et je vous donne un exemple. Fulbert ouvre le placard, parce que ce qui est génial quand vous visitez avec le valet de chambre, c'est qu'il veut montrer qu'il sait tout, donc il vous montre tout, il ouvre le tiroir, vous voyez des petites photos érotiques, truc que vous n'oseriez jamais faire, mais là, lui, il ouvre, et donc il ouvre le placard, et il y avait juste la petite veste anglaise là, à rayures qu'il portait, et une collection de t-shirts avec le col découpé comme ça, mais au ciseau, vous voyez, et puis les jeans effrangés. Et je dis, bon d'accord, mais ils sont où ces vrais vêtements? Et parce que je voyais bien que c'était la tenue de scène, la tenue. Et Fulbert dit, non, il n'avait pas de vêtements, il était toujours habillé comme ça. Et je lui dis, oui, mais l'hiver, il avait froid, il n'avait pas des chaussettes. Il me dit non. Et en fait, il y avait d'ailleurs un album de photos pornographiques dans ce truc-là. Et en fait, ça m'a fait un choc, parce que je me disais, mais alors, il n'y avait rien derrière. Il y avait un déguisement de Gainsbourg. Il était devenu Gainsbourg. Il était devenu même pire. Il était devenu Gainsbar. Par exemple, les dernières interviews qu'il faisait, il était à la télévision, il avait un verre avec des glaçons. On entend les glaçons teintés dans le micro. Je me disais, mais vraiment, je voyais ça, mais quel cirque, vraiment. Pas du tout. Fulbert, il arrivait le matin, tard, vers 11h, et le premier petit déjeuner, le drink au saut du lit de Gainsbourg, c'était du pastis. C'est-à-dire qu'en fait, il était... Alors ça vous fait un choc. Et en fait, petit à petit, il est devenu, au fond, un personnage qu'il n'avait pas complètement fabriqué, qui avait été aussi fabriqué par les médias, par le public. Il s'était gainsbarisé. Oui. Alors, la clé de Sagan, c'est Florence Malraux peut-être qui vous la donne. Elle dit une chose importante. Sagan haïssait la solitude, et c'est le vrai sujet de tous ses livres. En fait, et c'est vrai que si on y réfléchit, tous les livres de Sagan parlent de bourgeois qui s'encanaillent, qui sont un peu, frivoles par peur d'être seuls. Oui. Elle avait cette angoisse-là. Oui, quand Florence avait dit cette chose, je crois que c'était au tout début de ma rencontre avec elle. Et je comprenais pas très bien ce qu'elle voulait dire par là, mais j'ai compris au fil du temps, en effet. Et c'est probablement pour cette raison-là, par exemple, que à l'époque Boîte de nuit,
on pouvait pas la faire rentrer chez elle parce qu'en fait, elle voulait pas rentrer. Ou alors, elle rentrait avec, comme elle appelait ça, un coquin, avec le coquin qui était là. Ouais. Donc, en faisant le livre. Généralement, des mecs un peu beaux et cons. Pas forcément. Ou des marrants, ou des gens marrants. Toutes sortes de gens, en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui, après, m'ont dit, mais une nuit seulement, une nuit, bon. Ils avaient eu, ils étaient rentrés avec elle, et puis ils avaient passé une nuit ensemble. C'est aussi pour ça qu'elle vivait toujours avec d'autres gens, qu'elle vivait avec des copains, qu'elle a vécu si longtemps avec Bernard Franck. Après, elle a eu des compagnes. Mais oui, et le paradoxe, c'est que finalement, elle est morte assez seule, quand même. Enfin, elle a fini assez seule. Bonjour Tristesse est un mystère. C'est vrai que c'est là, pour le coup, quand on lit votre livre, vous n'avez pas, d'ailleurs personne ne saura jamais comment elle a fait. Elle a écrit en 6 semaines, à 17 ans, en 1954. Et alors elle déclare au Guardian, je voulais être brève et précise. Et finalement, c'est peut-être une belle définition de son style. Des phrases courtes, et puis toujours un petit peu le plus précis possible. Enfin, en dehors de ça, comment est-ce qu'on peut expliquer un miracle pareil, qui est quasiment unique? Je pense d'abord que c'est une surdouée. Alors, ça s'appelle plus les surdoués aujourd'hui. HPI. Enfin bref, c'est quelqu'un qui pense très 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 vite et qui ne fait pas d'apprentissage. D'ailleurs, justement, les enfants comme ça qui ont énormément de dons, ils sont pas forcément bons en classe parce qu'ils vont trop vite et la méthode qu'on essaie d'utiliser, ils la refusent. Oui. Elle était comme ça. Donc, elle écrit ce livre d'une traite comme elle le dit. Ça, c'est pas faux. Enfin, c'est vrai même puisque c'est confirmé par des témoins avec cette espèce de mais un peu à la Rimbaud au fond. C'est un peu probable. Je pense que Rimbaud était pareil d'ailleurs parce que Rimbaud il fait ça puis après plus rien. Bon, elle a fait les livres très très jeunes sont excellents. Après c'est moins intéressant. Et alors après il y a le savoir qui est dans parce qu'il y a quand même on se dit mais comment elle savait autant de choses notamment sexuelles quoi. Comment elle peut savoir tout ça? Et ça je pense qu'elle ne le savait pas elle-même. Elle ne l'avait pas expérimenté. Elle ne parle pas d'elle-même parce que c'était une fille de Bourges à 17 ans, je pense qu'elle savait pas grand-chose. Et en plus, elle est à Paris. Ah, c'est son frère. Ah oui. Son frère Jacques, il était plus âgé qu'elle, je sais plus, il a 6-7 ans de plus qu'elle, et il lui racontait tout. Et je pense que ça l'a beaucoup intéressé, parce qu'il y avait les détails. Le côté séducteur du père dans le livre et de Cécile. Et Cécile, elle est cynique, mais le cynisme de Cécile, c'est le cynisme de Jacques Quarès, je pense, Jacques. C'est ce que je crois. Non, c'est une supposition. Hein. Oui. Mais je pense que c'est ça. Et le secret de son charme, parce que c'est quand même des histoires de Bourges dans des maisons de riches. On pourrait s'en foutre complètement et même être énervé et avoir envie de balancer le bouquin. Et il y a quand même le charme qui tient le coup, qui fait qu'on... Et c'est vrai de Bonjour Tristesse, mais aussi des suivants. Un certain sourire... ces gosses de riches qui sont amants, qui se quittent, qui se réconcilient, qui couchent ensemble, qui se trompent et tout ça, on pourrait s'en foutre en fait. Aujourd'hui, je pense qu'on s'en fout. Ah oui, mais vous pensez ça? Vous les relisez pas? Si, évidemment, je la relis, mais je l'ai fait relire aussi autour de moi à des adolescents. Et évidemment, alors eux, le côté scandaleux du livre à la sortie, alors là, ils voient absolument pas. Mais en revanche, ils trouvent un autre truc scandaleux que j'avais même pas remarqué. Ils disent quand même, elle tue sa belle-mère d'une certaine façon. C'est sûr. Moi, j'avais même pas remarqué qu'elle tuait sa belle-mère, ça m'avait paru normal. Mais en fait, c'est ça. Il y a toujours des aspects qui choquent. Mais bon, aujourd'hui, quelqu'un de 16 ans qui lit ça, il est surtout bluffé par le fait qu'une fille de quasiment leur âge ait écrit ça. C'est ça qui est. Après, il y a des fans quand même dans les gens très jeunes. J'ai vu des filles à la Sorbonne, j'étais étonnée. C'est un peu comme Scott Fitzgerald, c'est-à-dire c'est un talent très précoce et puis dans un milieu qui fait un peu rêver, qui est glamour et tout ça, mais qui est inexplicable. Alors à l'époque, en tout cas, je pense que le succès de Scandale, il y a à la fois le fait que ce petit génie littéraire là, ce petit visage très très jeune qui crée un choc quand même. Oui, dans une époque des années 50 très très coincée. Ah vraiment coincée parce que quand on voit les interviews d'elle, le type il a 40 ans de plus qu'elle, il lui parle comme une débile et elle est infiniment plus intelligente que lui. Mais il y a ça et puis il y a évidemment oui, je pense. Le scandale. Alors, le scandale, parlons-en. Pourquoi ça fait scandale? Parce qu'une jeune fille couche sans amour. Voilà. Ouais, ça fait, elle couche sur une plage. Oui, mais attendez, en 1900, avec un garçon et sans avoir d'enfant et sans mariage. Ni l'un ni l'autre.
Mais si vous voulez, en 58, ça se fait vraiment pas. Non, là, c'était... Et d'ailleurs, je crois que beaucoup de parents interdisaient à leurs filles de le lire. Donc, Oui, bien sûr. Il y a même une scène assez marrante dans Les Tontons Flingueurs où, je ne sais pas si vous vous souvenez, Lino Ventura doit garder sa petite nièce. Et la nièce dit « Ah, moi, je veux faire comme François Sagan !» Il y a Lino Ventura qui joue un gangster, il sait même pas qui c'est, François Sagan, il en a ras-le-bol. Enfin bref. Il y a aussi un côté, alors attention, aujourd'hui peut-être c'est impubliable pour d'autres raisons, vous l'avez dit, notamment le père largue sa nana Elsa parce qu'elle a un coup de soleil. Ah ça, ça, oui. Genre, mais ça c'est ce qu'on pourrait dire quoi, c'est de la masculinité toxique, c'est de l'emprise. La maîtresse, parce qu'elle a le nez rouge, elle se fait larguer. Je suis sûre que ça arrive encore aujourd'hui. Mais oui, mais c'est vrai que lorsque je l'ai lu la première fois, alors ça m'avait vraiment choqué. Ça, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué. Mais c'est pas gentil de larguer les gens pour leur coup de soleil. Non, je pensais que c'était même pas possible, quoi. Je croyais pas vraiment. Mais je pense que c'est possible. Ah oui. Mais c'est comme, je sais pas, si vous allez à un premier rendez-vous et que la personne, elle a un morceau de laitue sur la dent. Ouais, non, mais ça c'est mort là. C'est foutu. Alors, on sait pas quoi faire, on va pas lui dire, enfin, c'est gênant. Qu'est-ce qu'elle penserait, Sagan, de MeToo? Parce qu'elle admirait Colette, et Colette était pas tellement féministe. Mais en même temps, Sagan a signé le manifeste des 343 salopes pour la défense de l'avortement en 71. Donc, à la fois, elle était engagée, féministe, et puis en même temps, MeToo aujourd'hui, je sais pas. Le féminisme de leur époque, c'est pas le féminisme d'aujourd'hui. Elle a enregistré des livres pour la librairie des femmes et tout. Sagan, et en effet, en plus, elle a signé le manifeste. Je pense que, enfin, je sais pas, on peut pas penser à sa place. Non. Mais à mon avis, déjà Florence Malraux, parce que sur ces questions-là, elle suivait souvent Florence Malraux. Je pense que Florence Malraux, elle serait quand même en soutien des femmes, et tout en se disant que quand même, il y a parfois des excès. Mais ça, les excès, je pense qu'elle le dirait en aparté. Je sais pas si elle le dirait ouvertement, mais c'est bon. En tout cas, aussi bien Colette aussi. Enfin, c'est des femmes. Elles n'étaient pas féministes, mais elles sont parce que ça n'existait pas vraiment. Mais elles ont été à la pointe des avancées pour les femmes toutes. Oui, d'ailleurs, vous avez écrit sur Bardot, Sagan. C'est deux tropéziennes. Au fond, vous auriez pu écrire une bio de Colette. Peut-être ce serait une idée pour un prochain travail. Ce n'est pas une commande. Vous faites ce que vous voulez. Colette, elle est fascinante, mais je crois qu'il y a énormément de livres. Ouais. Alors, L2 aussi, il y avait déjà beaucoup de livres, mais je voyais comment m'y prendre pour faire quelque chose de différent. Colette, il y a plus de témoins. Donc déjà, il faudrait vraiment trouver un angle très particulier. Il y a quelque chose de commun, c'est que donc vous êtes allé chez Brigitte Bardot à Saint-Tropez, à la Madrague, et c'est à 200 mètres de la Treille Muscat, qui est là, sur le chemin de l'Estanier, pour ceux qui connaissent. Oui. C'est juste à côté de la maison de Colette. Oui. Et Sagan a fait partie des personnes qui ont lancé la mode de Saint-Tropez. Et Bardot aussi, bien sûr. Oui, c'est étonnant. D'ailleurs, je l'ai visité aussi, la maison de Colette à Saint-Tropez, parce que c'est extraordinaire. Elle a quasiment pas changé depuis Colette. Il y a même encore les espèces de grands pots de fleurs de Colette. En fait, ça appartient à des gens, ça appartient à une famille qui l'a racheté, mais il y a déjà très longtemps. Donc en fait, ils l'ont pas modifié, ils l'ont pas du tout abîmé. C'est très émouvant. On pourrait faire un musée là. Franchement, ce serait une. Oui, mais alors à mon avis, vu le prix de l'immobilier à cet endroit, j'imagine pas trop la ville de Saint-Tropez. Non, je vois déjà tous les charognards au-dessus là qui habitent dans les parcs en train de reluquer cette maison, savoir exactement combien ils pourraient en proposer et se jeter dessus. C'est assez fou de se dire que Colette a donc presque inventé Saint-Tropez en y allant. Oui. C'était en quelle année? Dans les années 20. 30, 20, dans les années 20. Et elle a écrit ce chef-d'œuvre en 31 qui s'appelle La naissance du jour, qui décrit cette maison. Oui. Et aujourd'hui, elle est cernée par des milliardaires et des yachts. Oui. En fait, elle a trouvé cette maison un peu par hasard. Et elle a choisi, ce qui est drôle, c'est que je crois qu'elle a choisi Saint-Tropez parce que elle avait ce nouvel amoureux qui était plus jeune qu'elle. Et il y avait un bal à Saint-Tropez. C'est-à-dire que c'était déjà à cause de la fête. C'était un bal de pêcheurs, en fait. C'était le bal
des Tropéziens. Et c'était devait être une fois par semaine. Et donc, elle aimait bien aller danser là. Enfin, elle trouvait que c'était... Elle a acheté cette maison en vendant celle qu'elle possédait en Bretagne. Elle n'est pas restée très, très longtemps parce que très vite, elle a dit Saint-Tropez, c'est fini. Ouais. Et on devait être enfin, c'était pas tout à fait là elle s'est un peu trompée, mais c'est bizarre, vous avez écrit beaucoup sur des fêtardes, je m'en aperçois là. Bon, Françoise Hardy peut-être moins, non, c'était plutôt du genre à rester à jouer de la guitare à la maison pendant que Dutronc faisait la fête, mais sinon Bardot, Sagan, et Saint-Laurent aussi, hein, d'ailleurs. Saint-Laurent, Saint-Laurent, complètement drogué, et Chanel alors, Coco Chanel, est-ce qu'elle a été une fêtarde ou pas oui, Chanel, elle a été énormément fêtarde, mais elle plutôt, j'allais dire le siècle d'avant, non, mais dans les années 30. En fait, Chanel, elle a sa grandeur juste après la guerre de 14, et donc c'est toute cette époque du bœuf sur le toit, Cocteau, tout ça, ils n'arrêtent pas de faire la fête. Et eux, Bardot, Sagan, Saint-Laurent, eux, c'est l'après-guerre aussi. C'est l'après-guerre, oui. Et donc c'est à nouveau la Chanel, fête. C'est ce qu'on appelle les années folles, voilà. C'est les années folles. Et eux, c'est la guerre suivante, et c'est les enfants de la guerre suivante, en fait. Et évidemment, ils font la fête aussi. Bon, alors, vous êtes meilleur sur les femmes, plutôt meilleur sur les femmes que sur les hommes. Est-ce que ce sont vos muses? Est-ce que votre panthéon est féminin? Bardot, Hardy, Chanel, Sagan, c'est les 4 drôles de dames, un peu? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis Saint-Laurent. Non, je continue ma question pour vous emmerder. Est-ce que c'est pas un plaisir d'écrire sur des femmes que vous auriez aimé être? Ah non, alors là, pas du tout. J'aurais voulu être aucune d'entre elles. Non, j'aurais pas voulu. Non, ni aucun de ces hommes d'ailleurs. Vous trouvez qu'elles n'ont pas eu des vies heureuses? Ben, si vous voulez, j'ai écrit pas seulement sur elle, j'écris à chaque fois aussi sur l'hyper-célébrité. Je trouve ça terrible, l'hyper-célébrité. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très enfermant. C'est quelque chose qui est pas du tout agréable à vivre pour ces gens-là. Bien sûr, vu de l'extérieur, on se dit c'est génial, c'est un super pouvoir et tout, mais en fait, c'est une prison, c'est un enfermement. Donc déjà, c'est pas quelque chose qui me fait envie. Et puis non, on a dit qui? Alors Hardy encore moins que les autres, mais non, celle que j'aurais vraiment bien aimé connaître, c'est Coco Chanel, parce que c'était vraiment une créatrice et une femme qui a eu une vie inouïe. Mais aucune d'entre elles, non, pas eu envie. Donc c'est pas une sorte de fascination, non. Mais quand même, c'est une manière de décrire la France. Oui, c'est surtout ça. Oui. C'est surtout ça que vous cherchez. C'est-à-dire que Bardot, c'est la nature sensuelle, Sagan, le charme littéraire, Hardy, c'est la mélancolie de l'adolescence un peu. Oui. Chanel, alors c'est quoi un style français. Il manque qui? Il y a pas une idée, une prochaine? Alors moi j'aurais dit Catherine Deneuve, mais vous la trouvez moins fascinante, peut-être, je sais pas. C'est-à-dire que quand on a fait Brigitte Bardot, je pense que Brigitte Bardot a eu beaucoup plus forte influence sur la société française de son époque à elle, hein, bien sûr, mais que Catherine Deneuve, qui était plus effacée, évidemment. Aujourd'hui, Catherine Deneuve, elle a cette très très longue carrière, mais je pense pas qu'elle ait vraiment marqué la société française de son temps. Ce qui est intéressant dans chacun de ces personnages, c'est que chacun représente une facette de la France. Bon, Bardot, par exemple, elle arrive au moment de cette hyper-consommation. Elle est la vedette du magazine Elle. Elle fait tout le temps la cover de Elle. Mais on explique qu'elle vient de s'acheter une voiture, qu'elle a passé son permis de conduire. Donc ça y est, tout le monde passe le permis. La première télévision, on voit une petite télévision portative au pied de son lit. Enfin, la consommation se fait beaucoup à travers elle. Elle a même rencontré le général de Gaulle. Oui, voilà. Et puis, elle est, bon, je veux dire, elle dégage quand elle arrive. Elle est très, très, très imitée. Par exemple, toutes les fiancées des types de la pop musique anglaise, elles changent de coiffure. Elles commencent, alors il y a l'époque où elles deviennent blondes, elles se font les mêmes yeux. Enfin, elle a vraiment beaucoup d'influence. Et Sagan, c'est dans un autre domaine. Je pense qu'elle a une influence peut-être plus sur un univers, notamment par exemple sur le cinéma. Il y a des films qui vont ressembler un peu à son univers à elle. Oui, c'est vrai. Donc et à chaque fois, on peut décrire un moment de la France. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant aussi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a permis de découvrir ce pays et de mieux connaître son histoire. C'est un peu l'histoire des mentalités quand on fait ça. Oui. Bon, je vais pas vous convaincre, mais je pense quand même que Deneuve, entre les films de Jacques Demy et puis les Belles de jour et puis tout ça, elle a quand même eu
une présence importante. Mais je suis sûre que quelqu'un le fera. C'est comme Delon. Et c'est compliqué Deneuve, parce que je crois qu'elle veut pas. Elle n'aime pas qu'on s'intéresse. On n'a pas besoin de son autorisation en réalité. Enfin, pardon, Catherine Deneuve, excusez-moi. Mais en fait, on n'a pas besoin de l'autorisation du moment qu'on ne porte pas atteinte à la vie privée. Donc, par exemple, Brigitte Bardot, c'était pas difficile d'écrire sur elle-même sans son autorisation. Je savais qu'elle ferait un procès si je révélais des. Mais en fait, elle a déjà tout dit dans ses mémoires. Elle avait dit dans ses mémoires, et il y avait plein d'aspects que le public n'avait pas remarqué. Par exemple, qu'elle avait eu des aventures avec des femmes, ou qu'elle a eu un moment alcoolique. Les gens n'ont pas fait gaffe à ça. Mais donc ça, je pouvais le réutiliser sans rentrer dans des trucs déjà très usés. Catherine Deneuve, non, c'est faisable, mais il faut. Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui le feront, comme Delon. On m'a souvent demandé de faire Delon, mais je trouvais que Delon, pour moi, il n'est pas une pop star comme eux l'ont été. C'est-à-dire, il représente pas, pour moi, un moment des mentalités françaises. Donc, j'ai pas eu envie de le. Vous êtes dur parce que quand même, symboliquement, il a été l'homme. Et peut-être vous avez raison, mais c'est à l'étranger. En fait, à l'étranger, c'était vraiment un dieu, quoi. Au Japon. Alors, au Japon, mais à part le Japon. C'est déjà bien le Japon. Et je cherche Romy Schneider. Vous n'êtes pas fasciné? C'est un très beau personnage. Ah oui, c'est un très très beau personnage. Quelle histoire familiale compliquée. Une histoire terrible, une histoire familiale vraiment terrible. Mais je sais plus, dans un des livres, j'ai un peu fait son portrait justement parce que je la trouvais vraiment attachante. C'est vraiment puis c'est vraiment un destin très. La fin est très tragique. Ouais, tout est c'est un très très beau personnage. Voilà, peut-être que j'ai peut-être une idée pour vous. Alors, nous avons un jeu passionnant dans cette émission. Devine tes citations, Marie-Dominique. Je vais vous lire des phrases de vous, tirées de vos livres, et vous devez me dire dans lequel vous avez écrit cette phrase. C'est un test de mémoire. Je note que Marie-Dominique, initiale MD. Voilà. Je ne fais pas de commentaires là-dessus, mais ceux qui ont lu Nouvelles sous extasie ont compris. MD. Alors, écrivain, ce n'était pas un métier, mais un style de vie. Ça doit être ça. C'est Sagan à toute allure. C'est une phrase de votre avant-propos inédit qui inaugure le livre. Mais développer cette idée, écrire, c'est pas un métier, c'est un style de vie. Dans son cas à elle, dans le cas ça de m'intéresse, ça, moi. Non, dans le cas de Françoise Sagan, c'est évident parce que en fait, elle a écrit pour la première fois, elle écrit parce qu'elle sait pas quoi faire en fait. C'est l'été, elle est toute seule. D'ailleurs, c'est ce que disait, je sais plus qui l'autre jour, un écrivain américain. On lui disait qu'est-ce que c'est un écrivain? C'est un écrivain, il sait pas quoi faire d'autre que d'écrire. Quand il se lève le matin, il se demande quoi faire, il y a qu'écrire. Ça a été son cas. Après, elle a continué, mais je pense que c'était aussi beaucoup pour financer son style de vie, justement. C'est-à-dire vivre et faire vivre beaucoup de copains. Louer des maisons à Saint-Tropez pour pouvoir emmener plein de gens, s'acheter ses voitures. Bon, c'est en ça casino. Voilà. C'est en ça que c'est complètement mêlé à son existence et ça ne s'en distingue pas. Est-ce qu'on peut dire que Sagan, c'était une femme de gauche qui vivait comme quelqu'un de droite? Ou alors une femme de droite qui vivait comme quelqu'un de gauche. Parce que avant de rencontrer Mitterrand, c'est une femme de droite. Elle est amie de Pompidou. Politiquement, en fait, elle était assez conformiste, Françoise Sagan. C'est une bourgeoise du boulevard Malesherbes. C'est une bourgeoise de la plaine Monceau. Donc voilà. Autre phrase de vous. Toute la journée, dans la maison de couture, il y a un indice là, il fait bonne figure. Le soir, lorsqu'il rentre du studio, il laisse la douleur le submerger et sanglote, convulsé dans les coussins du canapé, comme dans un cocon. Ça, c'est Yves Saint-Laurent. Mauvais garçon, 2010. Et je trouve ça très beau. On imagine très bien l'image des coussins du canapé comme dans un cocon. Non, mais là c'est facile aussi. J'ai pris des citations trop faciles. C'est vraiment par amitié. Serge Gainsbourg n'existe pas, c'est une apparition, un reflet de la société française. Bon, voilà, il en est mort. Au fond, est-ce que vous cherchez toujours à désobéir à la sanctification? Non. Je cherche pas du tout ça, mais il se trouve que ça finit toujours comme ça. Mais c'est pas quelque chose que je cherche. Comme je cherche la vraie personne derrière le personnage, il y a un moment donné où forcément c'est ça. Statut tombe. Oui, mais je cherche pas à. Vous prenez des mythes. Vous prenez des mythes et vous les dézinguez. Mais non, je cherche pas du tout à être iconoclaste, pas du tout. Mais ça me tombe dessus à chaque fois parce que forcément, justement, il y a un décalage entre le mythe et la réalité humaine. Oui, tout à fait.
Donc, vous avez dit pourquoi jamais de long, mais et Belmondo? Ah, Belmondo. Ouais, mais Belmondo, il a quelque chose de charmant. Et puis, il y a Nouvelle Vague. Ouais. Non, mais parce Hein. que là aussi, je trouve que non, Attention, ne dites pas non. Peut-être que dans 2 ans, vous allez changer d'avis. non, mais j'ai beaucoup exploré toute cette époque, donc maintenant j'ai quand même envie de tourner Oui. la page, si je peux dire. Ou alors, peut-être aller à l'étranger. Prendre, par exemple, Marlène Dietrich ou Greta Garbo. C'est des personnages géniaux, mais il y a déjà eu beaucoup de choses. Là aussi, je vois pas très bien comment Non, mais comment renouveler, je quoi. sais pas qu'est-ce que j'ai de vouloir vous donner des idées. Non, mais ce sont des bonnes idées. Ce sont des bonnes Parce que idées. j'ai envie de c'est parce que j'ai envie de lire le livre que vous écrirez. C'est gentil. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a Marilyn Monroe aussi, mais Marilyn Monroe, il y a eu tellement de livres. Puis il y a eu Blonde, hein, c'est un peu indépassable. Oui, de Joyce Carol Oates. ouais. Ouais. Alors, autre phrase. Françoise n'est pas jolie, elle est pire. Bon, Ça, c'est François Sagan. Françoise Sagan a toute allure. Mais ça veut dire quoi exactement ça? Elle n'est pas jolie, elle est pire. Elle avait quelque chose d'enfantin, de farceur. Ouais, et puis l'intelligence aussi, je pense que Ouais. ça aide beaucoup à... Il y a des femmes qui sont pas très belles, mais qui sont... Et elle était vraiment pas très belle. Mais elle était extrêmement intelligente et ça, je pense que ça a un charme, ça a un grand charme. Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'était pas si gentille que ça? Oui. Parce que, par exemple, avec son fils, elle était un peu... Elle était pas... Oui, et d'ailleurs, depuis... il y a beaucoup de gens qui m'ont raconté des histoires qui montrent qu'elle était pas très gentille. Bon, d'abord, vous savez, elle est hyper célèbre. Hein, on se rend pas compte aujourd'hui de la célébrité de Sagan. Il y a ses photos dans Match. On connaît toute sa vie. Dès qu'il se passe un truc, on en parle au journal de 20 heures. Enfin, c'est vraiment une grande star. Et donc, ça donne un énorme pouvoir. Et les gens de pouvoir, ils finissent toujours par commettre des abus de pouvoir. Ouais. Ça, je l'ai remarqué. C'est quelque chose. J'ai mis du temps à le comprendre et à l'apprendre, mais c'est vrai. Et donc, elle a commis des abus de pouvoir, par exemple avec ses maîtresses. Genre, elle vit avec une femme, mais elle commence à en draguer une autre. Elle l'amène à la maison, et puis elle part justement avec la nouvelle élue, en laissant l'autre en plan, avec le dîner qui est tout prêt. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. C'est pas des abus, ça, c'est des... Ah bon? C'est des comportements écervelés, maladroits. Oh non. Je cherche à être indulgent. Vous cherchez à être... Non, mais c'est pas volontairement cruel, c'est juste nul. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça, je pense que c'est cruel. Oui. Ça, d'abord, Annick Jay a raconté des choses comme ça dans son livre sur Sagan et Bernard France. Non, elle a fait ça, ça lui est arrivé assez souvent, tout en étant généreuse, parce que par exemple, Peggy Roche, c'est elle qui a financé la maison de couture, et bon, elle a fait des trucs chouettes, mais, et puis, oui, non, il y a une espèce d'égocentrisme et d'égoïsme, oui. Autre phrase, j'aime mentir, j'ai toujours menti. Ça, c'est Sagan. Oui, c'est encore elle. Mais je voulais savoir, et vous? Ça vous est arrivé de mentir? Je parle pas de vos romans, mais dans des biographies, qui sont des choses notamment très sérieuses et tout, est-ce que vous êtes parfois amusé à mettre un petit truc inventé? Mentir, non. Et inventer, oui, parce que parfois, je recrée une scène. Par exemple, il y a une scène dont souvent on m'a parlé, c'est dans le livre sur Françoise Hardy. Il y a une scène où Françoise Hardy se rend chez son astrologue pour la première fois. Donc ils sont face à face et moi je suis là. Enfin, je raconte quoi, comme si j'étais là, si vous voulez. Je dis pas que je suis là dans le livre quand même, mais je raconte comme si j'étais là. Donc les gens m'ont dit mais vous n'étiez pas là, comment vous avez fait? Bon, je l'ai reconstitué, mais je mens pas parce que Oui. Alors le gars, l'astrologue, il fait l'astroflash, enfin pas l'astroflash, le thème astral, le thème de Françoise Hardy. Alors là, j'ai fait faire le thème de Françoise Hardy par 3 personnes. L'une, la nièce de Barbeau, qui était l'astrologue qui lui a fait son thème, un autre qui avait été un ami d'Hardy et qui avait fait son thème, une copine de Françoise Hardy qui a fait son thème. Bon, ça faisait 3 personnes. Et j'ai mélangé les tout, et puis voilà, ça devient le thème astral. Ouais. C'est-à-dire que je refabrique la scène. Oui, là, elle est refabriquée. Oui. Mais c'est pas du mensonge. Le lecteur, quand même, il est intelligent. Il voit bien que je n'étais pas dans la pièce. Donc, non, c'est de la reconstitution. C'est de la reconstitution vintage. Mais est-ce que mais j'essaie de poser la même question autrement. On vit dans un monde de dictature de la sincérité. Oui. La littérature, maintenant, ce n'est que de l'exhibitionnisme, de la vie intime et tout. Et vous, en fait, vous choisissez des personnages qui sont un peu romanesques. Oui, en fait, très. Qui sont plus grands que la vie réelle, qui sont pas quotidiens. Donc, en fait, ça vous oblige un peu à
pas à fabuler, mais Ah non, non. c'est à en faire des personnages de romans. Bah, je sais pas. En tout cas, je n'invente pas, parce que justement, le but, c'est de désosser le truc, c'est de le déshabiller, Donc non, je n'invente pas. Et de toute façon, il leur arrive des trucs tellement fous que en soi, c'est romanesque. Oui. Et d'ailleurs, si c'était inventé, à mon avis, ce serait pas toujours très Ça bon. serait moins bien. Bah Ouais. oui, ce serait moins bien, parce que parfois, c'est un peu gros. On dirait que, enfin non, ça ne paraîtrait pas véridique, en fait, vraisemblable. Ça serait invraisemblable Ouais. si c'était vrai. Bon, alors, si jamais vous inventez, vous allez peut-être vous remettre au roman. Ça fait longtemps, hein, là. Ouais, mais Vous en avez fait 2, et oui. puis vous êtes parti dans la direction de raconter la vie des autres. Ouais, mais parce que je trouve ça plus intéressant en fait. Oui, non, parce que moi j'aime bien apprendre plein de choses. Donc et puis rencontrer des gens aussi, parce que quand vous faites une enquête, vous rencontrez plein de gens. Ça m'oblige à rencontrer des gens, ça m'oblige à m'intéresser aux autres. Si j'écris des romans, je vais commencer à raconter des choses que je sais déjà. Alors moi, j'aime Oui, bien vous pouvez inventer. Ouais, mais Imaginer. ce que j'aime, c'est apprendre. Donc, Ouais. c'est en ça que ce que je peux faire est enrichissant pour moi. D'accord. Et puis ça, ils ont eu du succès, ces livres-là aussi, peut-être. Ça. Ben oui, en plus, Ouais. en plus, ouais. On va passer au conseil de lecture. Marie-Dominique Lelièvre, dites-moi un livre qui vous fait pleurer. Alors, je dirais spontanément La petite marchande d'allumettes, évidemment, mais, Ouais. mais C'est Mélo. oui, on dit c'est mélo aujourd'hui si on le relit, mais c'est quand on est enfant, quand Ouais. même, c'est terrible. Il n'y a pas tellement de livres qui me font pleurer. Peut-être Gatsby, genre, en réfléchissant, parce que le destin c'est tellement poignant, et en plus se superpose à Gatsby, ce qu'on sait de Fitzgerald. Et sinon, les livres qui me font pleurer, c'est des livres qui parlent de gens que je connais, en fait. Et tout à coup, bon, ça, Ouais. je vais pas en parler Ouais. là. Mais... Et pour arrêter de pleurer, quel livre lisez-vous? Alors, je trouve que les écrivains qui font rire, mais c'est des gens, ils méritent des statues. Oui. Alors, il y en a un, ça va vous sembler paradoxal, mais qui m'a fait beaucoup rire. Je parle pas de son histoire, je parle de ses romans. C'est Salman Rushdie. Par exemple, Oui. les versets sataniques, c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai lu ce livre, j'avais pas tellement envie. Oui. Je me disais, oh là là, ça doit être très ennuyeux, mais c'était un peu par respect pour cet écrivain qui vivait ce truc tellement terrible. Et en fait, mais moi, j'éclate de rire. C'est pas ah oui, j'éclate de rire parce qu'il est extrêmement drôle. Il a une écriture très rapide. C'est totalement burlesque. Il invente des personnages. Il est fantasque. Et par moments, il a un système de métaphores vraiment. Alors là, très drôle. Ça m'embouche un coin parce que j'ai essayé, j'ai jamais réussi à lire les versets sataniques. Alors, je connais beaucoup de gens qui n'arrivent pas à lire ça. J'ai lu aussi après les Enfants de minuit. Je lis presque tous ses livres. J'ai lu aussi sa biographie. Là, c'était Le couteau. le soupir du mort, c'est ça. Je sais plus. Enfin, non, il y avait les mémoires de Joseph Anton. Anton, ouais, Joseph Anton. Ouais. Mais même là, par moment j'ai ri. Par moment, ça peut faire pleurer aussi. Mais par moment, j'ai ri. Non, c'est un type qui a un humour. C'est horrible cette histoire qui lui arrive parce que c'est sûrement un des écrivains les plus drôles que je connaisse. En fait, Rushdie, il est un peu comme Voltaire. Voltaire aussi, il peut faire rire. Ça peut être très très drôle. Des lettres de Voltaire, ça peut être très très drôle. Et voilà, bon, c'est un peu paradoxal. Hein, non, c'est bien. De lier Rushdie à ça. Si vous voulez crâner dans la rue, c'est avec quel livre? Je crois que je vais pas partir avec un livre dans la rue pour crâner, parce que, sauf si on a 17 ans et que là, on est en train de lire Bonjour Tristesse, alors là, évidemment, on est charmante. En fait, il y a que les dames âgées maintenant qui lisent dans le train, dans le métro. Donc, je vais prendre le catalogue Aston Martin pour crâner. Et bonne idée, très bonne idée. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et pour draguer? Alors, je vais prendre un polar, un livre de la série noire. Ah oui, un livre de la série noire, le plus noir que j'ai jamais lu, qui s'appelle Une poire pour la soif. C'est le livre noir le plus noir qui soit. J'ai oublié le nom de l'auteur, c'est un Américain, ça se passe aux États-Unis dans les années 30. Et c'est vraiment très très noir. D'accord. Et donc comme ça, alors je vois pas en quoi c'est séduisant. Parce que je pense que... Du coup, vous êtes une femme fatale, un peu inquiétante. Voilà, non pas inquiétante, non, justement. Parce qu'une femme qui lit, si je lis un truc que j'ai vraiment envie de lire, je vais avoir l'air d'un bas bleu.
voyez. Ah, Donc, je veux bien mettre le livre que j'ai envie de lire dans par exemple, Paris Match. Je Oui. fais semblant de lire Paris Match et je lis bon, mais pour pas avoir l'air d'un bas bleu, ouais, je vais prendre un bon un pote. polar. Oui, d'accord. Oui, Oui, ça oui, 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 fait voilà. cool, quoi. Oui, c'est vrai, d'accord, j'ai compris. Oui, oui, ok. Cool et vintage quand Ouais, même, parce ouais. que c'est la série noire. Un livre qui rend intelligent. Que j'ai lu cette année, Yasmina Reza. Ah, Sa série toujours. genre j'ai oublié le titre, mais Oui, c'est la série de petites vignettes là. bien Disons, elle sûr, va sur au la procès, justice, oui, dans sur la les tribunaux. justice, ouais. Je l'ai Et reçu pour ce livre en plus. J'ai aucune excuse de ne pas retrouver le titre. Alors là, mais elle a une intelligence vraiment singulière, Yasmina Reza. Elle est drôle d'ailleurs. Elle a beaucoup d'humour et elle est, comment dire, en fait, elle est un peu à l'extérieur dans ce qu'elle raconte. J'aime bien la distance qu'elle prend et non, elle est hyper oui, oui. intelligente. Ouais. Un livre que vous regrettez d'avoir lu. Il n'y a pas de livre que j'ai lu beaucoup de livres ennuyeux parce que avec mon métier de portraitiste par exemple, j'étais obligée, vous aussi d'ailleurs. Moi, Mais je le dis, je l'écris même. Comme ça, je me venge. je l'ai dit parfois, mais maintenant je le fais plus parce que bon. Non, mais il n'y a pas de livre que Non, que je regrette ok. vraiment. Allez, et un que vous faites semblant d'avoir fini. Alors que je fais surtout semblant d'avoir lu en entier, c'est Proust, parce que en fait je l'ai lu, mais je saute des passages, parce que il y a des moments je trouve que ça m'ennuie, et d'autres moments qui sont Ouais. au-dessus de tout, quoi. Mais voilà, lui je crois Ouais. que je vais sauter des passages. Oui, mais c'est courageux de le dire et de l'assumer. Oui, je l'assume. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Un livre pour s'ennuyer. Bon, bah ça. Pierre Lemaître. Oh, je l'ai invité, je l'ai reçu, il était charmant. Ah, Ah oui, oui, bah, d'accord. Oui, ok. le Goncourt de Pierre Lemaître. Ah oui. Oh Au revoir là-haut. là, oh là Ouais. là, oui. Vite, je change de question. Un livre que vous auriez aimé écrire. J'aurais bien aimé écrire, je crois que c'est Au pays de Ronsard, le livre de Franck Maubert. Ah non, avec Pierre de Ronsard. Ça s'appelle Avec Pierre de Ronsard. Oui, oui. C'est un livre que Franck Maubert a publié il y a quelques mois, qui est magnifique. Franck Maubert s'achète une maison dans la Loire, Campagne, oui. à la campagne, justement dans la ville où vécut Ronsard, et il va se balader autour de chez lui en fait, et il connaît très très bien Ronsard, et en fait Ronsard est avec lui en fait mêlé au paysage, et nous en fait on est avec Ronsard, et lui évidemment avec Franck et avec Franck Maubert et avec Ronsard. J'aimerais beaucoup. Enfin, il y a plein de livres que j'aurais beaucoup aimé écrire aussi. À Pérogon, ça c'est pas du tout pareil, mais le livre de Carson McCullers, parce que c'est un exercice. Je crois pas que j'aurais su écrire ça, mais c'est vraiment ou de sang-froid, j'aurais bien aimé aussi. Ah bah, ouais. Ne serait-ce que pour les tirages. Et ouais. Ou Gatsby aussi pour les tirages. J'ai quoi d'autre? Un livre que vous êtes en train de lire en ce moment? Je lis 2 livres. Je lis les épreuves d'un livre qui sort à la rentrée au Rocher, qui s'appelle comment ça s'appelle l'île. C'est un livre de Marie Lebé sur en gros sur enfin en partie pas que mais sur Jacques Brel, et elle se rend aux Marquises. Donc, ça s'appelle Les Marquises. Je suis en train de lire ça et c'est très très drôle. Je suis dans la première partie et c'est elle aussi, elle a un système de métaphore qui est très très drôle. Et je relis aussi un livre, alors là aussi magnifique, de Yves Arté, Ah oui. qui a écrit. Alors je le relis parce qu'il a publié il y a quelque temps, mais ça s'appelle La Son livre. père, c'est ça. Alors c'est pas celui-là que je lis. Non. Je lis La main sur le cœur, Ouais. qui est un livre en fait sur l'amitié, et sur l'amitié qu'il a lié à l'écrivain Pierre Veilleté. Ouais. Et Arte, il écrit très 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 Ouais. bien, et je trouve ça très beau. Ben, merci beaucoup Marie-Dominique Lelièvre d'être venue. Merci Frédéric. Je de m'avoir rappelle reçu. qu'il faut absolument lire. C'est pas seulement une biographie, c'est un essai politique. Non, non. C'est un essai engagé. Il faut le lire évidemment sur la plage cet été. Sagan à toute allure, et il est publié aux éditions de Noël. Merci à toute l'équipe, merci à la France, merci. Je sais plus qui remercier. Le Figaro Télé. Ah, ma chemise Berluti, bien sûr, sans qui je serais clochard. Et n'oubliez pas que les dinosaures ne lisaient pas de livres. Or, ils ont disparu. Coïncidence? Je ne crois pas, non. À bientôt.